Merci Guillaume, merci Christelle, hein, vraiment beaucoup. Pardon. Bon, merci beaucoup à tous. J'espère que mon enthousiasme va survivre aux 2 heures qui viennent. J'étais un petit peu anxieuse ce matin en me levant, ça m'a rappelé des souvenirs. Je vais donc essayer de vous présenter le contenu à la fois du décret et de l'arrêté qui précise la façon dont vont être organisées l'admission dans les études de santé à l'horizon de la disparition de la PACES et du numerus clausus. Pour une première question que vous ne manquerez pas de poser, qui est quand est-ce que ces textes sortent, le décret a été signé par la ministre, donc il est quand même vraiment tout à la fin du tuyau, et je pense qu'il sera au journal officiel cette semaine, et l'arrêté est à l'ordre du jour du CNESER de demain. Il ne sortira pas l'arrêté avant que le décret soit sorti, mais vraiment juste après, donc je pense qu'on devrait avoir tout au plus tard, début de semaine prochaine. Ah, il y a un problème dans mes... Vas-y, c'est à la suite. Non, voilà. Un des inconvénients majeurs de ce que je vais vous présenter ce matin, c'est que c'est compliqué. C'est une des choses qui explique sans doute que vous soyez nombreux à chercher mon mail ou mon téléphone ces jours-ci. Et malgré tout mon enthousiasme pour la suppression de la PACES et du numerus clausus, je n'ai aucun moyen de vous expliquer qu'on n'est pas en train de remplacer un système qui était peut-être pas bon, mais qui était simple à expliquer, par un système dont j'espère vraiment qu'il est meilleur, mais qui est plus compliqué à expliquer. Donc, je me suis lancée dans un premier exercice qui est un teaser en 10 diapositives qui essaye donc de présenter l'ensemble du dispositif en 10 diapositives en ne répondant pas à la majorité des questions de détail que vous vous posez. Et puis ensuite, il y a 50 diapositives qui rentrent davantage dans le détail. Et il y a sûrement encore des questions que vous vous posez dont je n'ai pas la réponse. Première diapositive du teaser, on passe d'une situation où, dans la majorité des universités, il y avait un accès aux formations en santé par la PACES, à un système où, dans toutes les universités, il y a au moins 2 accès, après que les étudiants aient acquis 60 ECTS, dont au moins une licence. Et c'est donc ce qui apparaît sur cette première diapositive, où vous avez les différentes voies d'accès après 60 ECTS. J'ai renoncé à l'espoir de trouver un autre terme que portail santé, parce que comme de toute façon, il est en train de s'imposer dans le langage de tout le monde, ça ne servait à rien, c'était un combat perdu. J'ai présenté sur l'ensemble des diapositives suivantes 2 familles de licences que j'ai de façon caricaturale appelée licence de sciences et licence de SHS, mais vous pouvez faire les groupes différemment dans votre université. Et enfin, un accès est possible par les autres formations en santé, par exemple au cours d'une formation dans un institut de formation en soins infirmiers, je vais y revenir. Deuxième élément, les étudiants sont très attachés, et c'est normal et c'est utile, à ce qu'ils aient ce qu'on a coutume d'appeler une deuxième chance. Donc il doit, dans votre dispositif, y avoir une deuxième possibilité de candidature après que l'étudiant ait acquis 60 ECTS supplémentaires. Et on passe donc d'un système qui avait une voie, la PACES, avec une deuxième chance via un redoublement, à un système qui a plusieurs voies et où on prend sa deuxième chance en progressant. Enfin, on garde ce qui existait déjà dans le dispositif depuis des années, je ne sais plus exactement combien, à savoir la possibilité de ce que j'ai appelé dans la suite un accès tardif, après un master, un diplôme d'ingénieur, un cursus ENS, un diplôme d'état en santé. Donc c'est le petit paquet gris et la petite flèche qui vient se rajouter à la marguerite.
Une grande partie des discussions, et je vais y revenir, a porté sur la façon dont on assurait une diversité des recrutements, dans la mesure où les 3 objectifs qu'on poursuit avec la suppression de la PACES et du numerus clausus, c'est la réussite des étudiants, et ça vient en fait en complément ou en déclinaison pour les étudiants qui veulent rentrer en santé de tout ce qui a été fait dans le cadre de la loi orientation réussite des étudiants. La diversité des publics admis en santé qui aujourd'hui sont à peu près tous identiques les uns aux autres. Et enfin, bien évidemment, la qualité du recrutement des étudiants en santé. Donc, les critères de diversité sur lesquels on s'est finalement mis d'accord à la fois dans la rédaction du décret et dans la rédaction de l'arrêté, c'est le fait qu'aucune voie d'accès ne pèse in fine plus de 50% des recrutements. On a fixé un certain nombre d'autres critères, le fait que l'accès tardif, celui qu'on appelle aussi parfois l'accès passerelle, devait réserver au moins 5% des places pour ces étudiants. C'est des accès qui existent depuis longtemps, qui marchent plutôt bien. Que pour ce qui est des accès avec 120 ECTS ou plus, on devait réserver au moins 30% des places à ces accès, parce que sinon il n'y a plus de deuxième chance. Si on met la totalité des places après la première année et qu'on impose l'acquisition de 60 ECTS supplémentaires, il faut qu'il reste des places après 120 ECTS ou plus. Et que pour l'accès après une année, on mettait aussi au moins 30% des places. Ça, honnêtement, c'est pas une grosse contrainte, personne n'avait imaginé de faire autrement. Et qu'on mettait au moins 2 voies différentes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de façon systématique une voie rapide et une voie lente. Ça, c'est pour les 3 diapositives du teaser qui essaient d'expliquer la diversité des voies d'entrée. 3 diapositives suivantes sur la qualité de la formation, la façon dont on réorganise cette formation. Donc, 2 grandes voies d'entrée, ce portail santé et l'accès par des formations de licence. Ce portail santé, qui est donc figuré ici, je ne sais pas comment ça sort là-haut, à peu près pareil, comme une grosse bulle bleue, il comporte à l'intérieur une grosse bulle bleue plus foncée, c'est au moins 30 ECTS d'enseignement en lien avec la santé. On n'a pas mis de contraintes plus importantes que ça. Honnêtement, je vous mets au défi de trouver quelque chose que vous ne pouvez pas baptiser comme un enseignement en lien avec la santé, si vous le repeignez de la bonne couleur et que vous avez une vision un peu large de quelles sont les compétences qui sont nécessaires à des professionnels de santé. Au moins 10 ECTS, ça peut être davantage d'enseignements disciplinaires en dehors du champ de la santé, qui sont conçus en fait pour faire réussir l'étudiant dans une L2 dans laquelle il pourrait aller poursuivre son cursus. Et enfin, des enseignements qui aujourd'hui ne sont pas présents en PACES, un enseignement d'anglais qui est déjà présent dans tous les autres cursus de licence, un module de découverte des métiers pour améliorer la qualité de l'orientation et essayer d'avoir moins d'étudiants qui, une fois arrivés dans les études de santé, constatent que ce n'est pas exactement ce qu'ils pensaient, et une préparation aux différents types d'épreuves dont je vais parler, parce que bien évidemment, si ce n'est pas l'université qui assure cette préparation, d'autres s'en chargeront. Concernant les licences que le jargon qui s'est développé autour de cette réforme a pris l'habitude d'appeler avec mineur santé, elles sont construites dans l'autre sens. Elles ont majoritairement des enseignements disciplinaires, la bulle est jaune mais elle aurait pu être verte. Elles ont un module d'anglais, un module de découverte des métiers et on propose aux étudiants une préparation aux épreuves. Et elles ont au moins 10 ECTS d'enseignement en lien avec la santé. Ça n'est pas une erreur de positionnement de la souris si la bulle bleue dépasse un petit peu de la grande bulle grise. Ces 10 ECTS peuvent être inclus dans les 60 ECTS de licence. C'est la meilleure solution, en plus ou quelque part entre les deux. En ce qui concerne le processus de recrutement des étudiants, c'est un processus de recrutement en 2 temps. On juge d'abord de la qualité académique. Ça veut dire que pour chaque parcours, on définit les épreuves
qui constitue ce que l'arrêté appelle le premier groupe d'épreuves. Je vous ai mis 2 exemples sur la diapositive, mais ça pourrait être défini autrement. C'est défini par les instances de l'université dans le cadre de la définition des modalités de contrôle des connaissances. Avec ce premier groupe d'épreuves et ses résultats académiques, on définit 2 seuils. Un seuil au-delà duquel on propose à l'étudiant de l'admettre, un seuil en dessous duquel on considère qu'il n'a pas les compétences académiques requises, et un intervalle dans lequel on veut bien prendre un certain nombre d'informations complémentaires en ce qui le concerne et lui proposer un 2e groupe d'épreuves qui peut comprendre un écrit et doit comprendre un oral, pour lequel on a précisé qu'une partie des membres du jury devait être extérieure à l'université, en particulier pour les universités de petite taille où c'est un public que tout le monde connaît et où tout le monde se connaît. Et il y a tout un travail pédagogique sur lequel je vais revenir pour dimensionner ces épreuves et réfléchir à quelles sont les compétences qu'on veut évaluer. Voilà pour le teaser en 10 diapos, et après je vais vous détailler l'ensemble des différentes étapes. Alors, premier élément, peut-être juste de vocabulaire pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on se mette d'accord. Capacité d'accueil est un terme qui en fait est un peu polysémique dans la rédaction des textes réglementaires, dans la mesure où vous avez l'habitude d'utiliser le terme capacité d'accueil comme capacité d'accueil de lycéens ou du moins d'entrants à l'université, et que dans le texte réglementaire, le terme de capacité d'accueil est régulièrement utilisé comme la capacité d'accueil des formations en santé. Donc j'ai distingué parfois une capacité d'accueil de lycéens et une capacité d'accueil en santé. Deuxième précaution, sur certaines diapositives, j'ai essayé d'incarner ce que je voulais dire en prenant l'exemple de telle ou telle université. Ça n'engage pas l'université en question, c'est un exemple de ce qu'elle pourrait faire et ça n'est ni la traduction d'une décision qu'elle aurait prise, ni une recommandation qu'on lui ferait. Et puis enfin, sur un certain nombre de diapositives, je vais découper la capacité d'accueil santé en un certain nombre de voies et j'ai pris à chaque fois une base de 100. Précaution supplémentaire, dans le texte, à beaucoup d'endroits, on parle de la capacité d'accueil en 2e et 3e année. Et le texte prévoit, et je me suis battue pour l'y laisser, même si je sais que pour l'instant beaucoup d'universités n'ont pas l'intention de s'en servir, le texte prévoit que des étudiants ayant validé plus que 120 ECTS, notamment 180 par exemple, puissent se voir proposer une admission en 3e année de santé. Pour l'instant, c'est un chemin auquel les formations en santé sont plutôt réticentes, certaines très, d'autres un peu moins, avec l'idée que le contenu de la 2e année est déjà très spécifique et doit être possédé par tous les étudiants. J'ai pensé qu'il fallait laisser cet élément dans le texte réglementaire, personne n'est obligé de s'en servir, mais le modèle, une entrée après une licence complète dans une formation médicale en 4 ans, c'est l'un des modèles les plus répandus dans le monde, donc c'est incertain que ce soit impossible. Là aussi, pour la clarté de ce que l'on va dire plus loin, notamment en termes d'années de transition, toutes les universités qui aujourd'hui ont des PACES, c'est-à-dire toutes sauf celles qui ont une PACES adaptée, elles ont inscrit à la rentrée des étudiants dans une PACES et ces étudiants pensaient, à juste raison, qu'ils allaient pouvoir redoubler leur PACES. Donc il y a bien à la rentrée 2020, ce que j'appellerais assez souvent dans la suite de l'exposé la PACES résiduelle, qui est une PACES résiduelle pour les étudiants redoublants et exclusivement pour eux. Cette PACES résiduelle bénéficiera d'un dernier numerus clausus qui sera fixé top-down par l'État comme les précédents numerus clausus. Et
c'est un système qui est tout à fait étanche du système Nouveau Régime avec la Marguerite que je vous ai déjà présentée. Ça veut donc dire que pour les universités qui aujourd'hui ont une PACES, pour celles qui ont une PACES adaptée, c'est différent. Pour les universités qui aujourd'hui ont une PACES, leurs effectifs d'entrée en deuxième année de santé en 2021 sont constitués du numerus clausus redoublant plus la capacité d'accueil en santé Nouveau Régime, avec des chiffres dont l'ordre de grandeur va être le suivant. Si vous aviez un numerus clausus antérieur de 100, le numerus clausus redoublant, il va être de l'ordre de 50 à 60, parce que c'est à peu près la proportion des places, toutes filières confondues, que les redoublants prenaient, et sinon vous allez avoir une génération qui va se sentir lésée. Et votre capacité d'accueil Nouveau Régime, elle va être de l'ordre de 65 à 70. Je vais revenir sur la façon dont elle est composée après. Et vous allez donc vous retrouver l'année de mise en œuvre de la réforme avec un effectif en DFGS2 de l'ordre de 115 à 130, selon qu'on fait 50 plus 65 ou 60 plus 70. Même si on avait pour objectif d'être en flux stable, ce qui n'est pas forcément l'objectif du gouvernement, mais même si on avait pour objectif d'être en flux stable, le simple fait de passer d'une situation où la majorité des étudiants redoublaient à une situation où la majorité des étudiants rentrent après 60 CTS implique un ventre dans le nombre d'étudiants ou une bosse, comme vous voudrez, dans le nombre d'étudiants qu'on rentre en deuxième année de santé. Les collègues qui sont passés à la PACES adaptée en ont fait les frais cette année et sont dans cette situation-là. Du point de vue des étudiants qui sont inscrits en PACES ou en PACES adaptée cette année, pour ceux que vous venez d'accueillir en PACES en 2019, ils redoubleront dans la PACES résiduelle 2020 et ils auront un numerus clausus spécifique. Pour ceux que vous avez admis dans des PACES adaptés en 2019, ils vont poursuivre en L2 et ils auront un volume de places ouvert qui sera d'au moins 30%, on va y revenir. Et donc pour ceux qui rentrent dans le Nouveau Régime en 2020, ils ne sont pas en concurrence avec des redoublants. Donc il faut tordre le cou dans vos présentations vis-à-vis des lycéens ou des parents. À tous les discours, il y a une génération qui est sacrifiée dans l'histoire. Non, c'est bien ce que permet la BOSS. Les redoublants, ils ont leur place dans la PACES résiduelle. Les néo-entrants, ils ne sont pas en concurrence avec les redoublants. Alors, toujours dans les discussions avec les étudiants, et en particulier avec les futurs étudiants, les lycéens, qu'est-ce qu'on peut finalement imaginer d'essayer de faire passer en commun comme message sur comment est-ce qu'il faut réfléchir à une admission dans les études de santé? Jusqu'ici, c'était simple, je m'inscrivais en PACES et si je me plante 2 fois, je réfléchirais à ce moment-là. C'était pas extrêmement efficace pour toute la cohorte, mais c'était simple. Le discours qu'on vous propose d'essayer de tenir en commun, et qui est par exemple celui que j'ai commencé à construire avec les collègues de l'ONICEP en charge de la mise en forme des brochures que les lycéens consultent, c'est le suivant. Pour un lycéen aujourd'hui en terminale, j'envisage, alors je vais essayer de varier les exemples, donc ici des études de pharmacie. Je vais voir sur le site de l'université dans laquelle est organisée la filière de pharmacie, et je vais y trouver les accès qui y mènent. Ensuite, je me pose 2 questions. Mes points forts, c'est quoi? Mes autres plans, c'est quoi? Je candidate pour plusieurs des voies d'accès que l'université a indiquées et je choisis l'accès dans lequel je me sens le plus capable d'être excellent. Et c'est vraiment ce discours-là qu'on voudrait essayer de faire passer auprès des lycéens et qui est un discours, je vais l'illustrer sur la diapositive d'après, qui est tout à fait raccord avec la réforme du baccalauréat. C'est je raisonne à partir de mes points forts et de mes autres objectifs que les études de santé et non pas je fonce tête baissée vers un objectif unique et quand j'aurai pris le mur 2 fois, je réfléchirai.
Ça va pas être très simple de faire changer cette façon-là. Elle a 40 ans, les parents ont fait comme ça, les grands frères et sœurs ont fait comme ça, etc. Mais c'est vraiment un élément clé, je pense, de la réussite du dispositif. Pour le lycéen qui est actuellement en seconde et qui serait sur la réflexion, j'envisage des études de médecine, même 2 premières questions, mes points forts c'est quoi, mes autres projets c'est quoi? Et je choisis mes spécialités en fonction de mes points forts et de mes autres projets. Et je regarde quel sera alors le meilleur accès médecine pour moi. Et bien évidemment, ce raisonnement-là ne tiendra que si on a une diversité d'accès médecine et qu'on tient la promesse des 2 côtés. Donc c'est vraiment... la question de la diversification des voies d'accès, elle est vraiment importante. Si on n'arrive pas à diversifier suffisamment, le système nous ramènera à quelque chose qui ne sera pas si différent de la PACES. Et ma principale inquiétude, parce qu'il m'en reste quand même quelques-unes, ma principale inquiétude aujourd'hui, c'est qu'on ait tous fait tout ça pour presque pas de différence. Le premier schéma que je vous ai présenté tout à l'heure dans les 10 premières diapositives, donc vous devez proposer au moins 2 accès après 60 ECTS, dont au moins une licence, et j'ai ajouté entre parenthèses, qui peut être chez un partenaire. C'est-à-dire qu'effectivement, une des différences importantes entre la PACES et le nouveau système, c'est que l'entrée dans les études de santé n'est pas laissée à la seule disposition des universités qui ont des composants de santé, mais qu'on peut avoir un certain nombre de cursus d'accès organisés par des universités qui n'ont pas de composants de santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a proposé ça? Principalement pour 2 raisons. La première, c'est que quand on regarde, en particulier ailleurs qu'en Île-de-France, quand on regarde l'accès des bacheliers, y compris quand on l'ajuste sur l'accès des bacheliers S ou quand on l'ajuste sur l'accès des bacheliers S avec mention, quand on regarde l'accès des bacheliers aux études de santé dans les départements qui ont ou qui n'ont pas une université avec composants de santé, il est inégal. Pour prendre un exemple que je connais bien, il est inégal en Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, avec un avantage pour le Maine-et-Loire et un désavantage pour la Mayenne et la Sarthe. Mais si on fait la même chose sur la région centre, où Patrice Dio l'a fait, alors là j'ai une petite chance de m'emmêler dans les départements de la région centre, enfin entre le département dans lequel il y a Tours et l'Indre-et-Loire, et l'Indre d'une part et le Cher d'autre part, le taux d'accès est là aussi différent. Donc ça nous a semblé important que des lycéens pas encore mûrs pour s'éloigner du frigidaire familial puissent débuter leurs études à l'université d'Orléans, à l'université du Mans, à l'université de Pau, à l'université de La Rochelle, et néanmoins accéder à des études de santé. Le deuxième point qui est assez différent, qui nécessite aussi des partenariats, c'est qu'à d'autres endroits, notamment en Île-de-France, les universités ne sont pas nécessairement des universités pluridisciplinaires. Et pour autant, les étudiants qui aujourd'hui s'inscrivaient en PACES poursuivaient dans une diversité d'établissements. Et donc, l'organisation plus fluide de ce circuit-là nécessite des partenariats entre les établissements. Alors, de nombreuses questions, parce que Dominique Maverti m'avait fait passer vendredi soir une petite liste de questions qu'il avait déjà recueillies dans votre réseau, et un certain nombre de questions portent sur comment est-ce que je dois afficher ça dans Parcoursup. Alors, vous avez en fait le choix de plusieurs façons de l'afficher. Ce que dit le texte, je vous l'ai mis là, c'est dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, les universités indiquent sur la plateforme Parcoursup l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux formations de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique. Et un certain nombre d'entre vous ont demandé, mais finalement, est-ce que je dois ou est-ce que je peux, selon qu'ils avaient envie ou pas envie, d'indiquer
un seul portail santé ou un portail santé, enfin une capacité pour le portail santé mineur ceci, le portail santé mineur cela, et de façon symétrique, est-ce que je dois indiquer la licence droit sans mineur santé et la licence droit avec mineur santé? Vous avez plusieurs choix. Vous avez une première version qui est une version que j'ai baptisée version peu régulée. Vous indiquez le portail au sein duquel les étudiants pourront choisir les différentes mineurs disciplinaires. Et pour chaque licence, vous lui mettez un petit tag, et l'équipe Parcoursup est en train de préparer les tags, vous lui mettez un petit tag qui identifie les filières santé auxquelles elle peut donner accès, puisque vous pouvez décider que la licence de chimie donne accès à la pharmacie, mais ne donne pas accès à la maïeutique. Avantage de cette version peu régulée, d'une part, vous n'avez pas à décider absolument tout de suite de la façon dont vous organisez votre portail. Vous permettez à l'étudiant de construire son parcours de L1. Et je pense que c'est l'avantage principal, pour les licences avec mineurs, vous ne pré-identifiez pas un groupe d'étudiants qui veut accéder en santé. Et si vous pré-identifiez ce groupe-là, je pense que ça va avoir tout un tas d'effets négatifs sur la mécanique du système, mais on ne vous empêche pas de le faire. L'inconvénient, il saute aux yeux, c'est que comme c'est moins régulé, vous avez un moindre contrôle des flux. La version très régulée, et vous pouvez choisir des versions entre les deux, la version très régulée, c'est j'indique avec donc leur capacité d'accueil au sens de la capacité d'accueil pour les lycéens, comme des formations séparées, chaque combinaison, le portail avec une mineure droit, le portail avec une mineure sciences, le portail avec une mineure psycho, la licence de droit avec une mineure santé versus la licence de droit sans mineure santé, etc. Avantage, notamment pour des filières sur lesquelles vous êtes très en tension, ça, ce que j'ai appelé pré-régule, les admissions en L2, c'est-à-dire que ça vous évite, par exemple dans une situation où votre filière de droit est en tension, d'avoir une filière de droit en tension, mais aucun contrôle du nombre d'accès sur un portail santé mineur droit, alors qu'ils vont, pour certains d'entre eux, vouloir poursuivre en L2 de droit. Deuxième avantage, je l'ai déplacé de avantage à inconvénient un certain nombre de fois hier soir. Ça permet aux lycéens de commencer à faire de la stratégie sur les ratios en se disant finalement sur la licence droit mineur santé il n'y a que 80 étudiants qui peuvent s'inscrire et puis on me dit qu'elle fait partie d'un groupe dans lequel il y a 40 places donc finalement j'ai quand même pas mal de chance là, alors que si on m'a noyé dans la licence de droit qui fait 600 étudiants, je ne sais plus bien ajuster ça. Inconvénient, ça complexifie la présentation de votre offre sur Parcoursup, ça fait plus de fiches et je pense que ça comporte un très gros risque, c'est pour ça que j'ai déplacé la stratégie sur les ratios du haut au bas de la diapositive. Ça comporte un très gros risque de reproduire exactement l'ambiance de la PACES en ayant en fait découpé une PACES en un certain nombre d'éléments plus que répondu à ce qu'est la philosophie de ce qu'on voudrait changer. Une des questions que vous êtes en train de vous poser et sur lesquelles vous êtes en train de faire des comptes et des recomptes, c'est finalement comment est-ce que je répartis la capacité d'accueil santé entre les groupes de parcours pour assurer la diversité, question qui est liée avec comment est-ce que je dispatche ma capacité actuelle de PACES dans les différentes voies d'entrée. Alors, vous avez déjà vu cette diapositive. Votre contrainte à terme, c'est aucune voie ne pèse plus de 50%, au moins 30% pour l'accès 120 ECTS ou plus, au moins 30% par au moins 2 voies pour l'accès 60 ECTS. Ça, c'est une autre façon de formuler et d'illustrer la même chose. C'est un exemple à partir d'une université qui aurait un portail santé. Elle peut lui mettre jusqu'à 50% de la capacité d'accueil santé. Qu'aurait un accès par des licences, elle aurait tout mis dans le même groupe, elle pourrait aussi mettre 50%, enfin elle ne peut pas mettre 50 et 50, mais elle peut faire des choix jusqu'à 50% dans chaque groupe.
Et puis, elle aurait fait un seul groupe avec ses accès L2 et L3. Troisième présentation de toujours la même chose. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens de l'Université de Rouen? Bon. Je voulais prendre une université et son partenaire potentiel. Je ne voulais pas prendre Angers et Le Mans, donc j'ai pris Rouen et Le Havre. L'admission peut se faire via des parcours qui sont chez des partenaires. Ça nécessite à ce moment-là de passer une convention entre les deux universités. Et là, j'ai mis deux exemples. Alors, les Nantais, ça, je sais qu'ils sont là. Je vois le collègue d'Odonto de Nantes. Première situation, la diversité des accès en médecine à l'université de Rouen. Toujours sur une base 100 pour la capacité d'accueil médecine. Voilà un dispatchage par groupe de formation possible. Il y en a d'autres, hein, mais 40 pour le portail de Rouen, 15 pour l'ensemble des licences de Rouen que j'ai mis dans le même paquet, 5 pour l'ensemble des licences du Havre, 30 pour les accès à 120 ECTS des licences de Rouen et du Havre, 5 pour l'accès par les formations paramédicales, 5 pour l'accès tardif. Normalement, j'ai recompté X fois hier, ça fait bien 100 sur toutes les lignes. La question est clairement plus compliquée et va nécessiter qu'on se mette autour de la table pour les entrées en odontologie, parce que c'est à la fois des effectifs plus faibles et un nombre de partenaires déjà plus grand aujourd'hui, ce qui fait que si on n'y prend pas garde, on va être sur des admissions de moitié d'étudiants qui vont être compliquées à faire. Donc je vous ai mis là aussi une façon dont l'odontologie de l'Université de Nantes pourrait répartir ses places. Il y en a bien évidemment d'autres. En fait, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit quand vous allez définir les groupes de parcours au sens du texte réglementaire, c'est quoi un groupe de parcours ? En fait, c'est l'ensemble pédagogiquement cohérent au sein duquel vous savez comparer les étudiants et auquel vous allez donc mettre un paquet de places. Et si on prend l'exemple de l'Odonto de Nantes, sur la diapositive précédente, je lui ai fait faire 3 groupes avec les 3 portails santé des 3 universités avec lesquelles elle a aujourd'hui des partenariats. En fait, elle aurait aussi pu considérer qu'elle savait tout à fait comparer les étudiants des 3 portails santé, que c'était à peu près les mêmes et que donc elle faisait un groupe en prenant les étudiants alternativement dans les 3 universités. C'est aussi l'ensemble des étudiants auxquels vous allez proposer les mêmes épreuves du second groupe. Vous pouvez proposer les mêmes épreuves du second groupe à tout le monde si vous voulez, mais vous devez proposer les mêmes épreuves du second groupe à des étudiants qui sont dans le même groupe de parcours. Et enfin, vous pourrez basculer des places non occupées, parce que bien évidemment, on n'obligera jamais un jury à recruter un étudiant dont il pense qu'il ne faut pas le recruter. Donc vous pouvez basculer des places d'un groupe de parcours à un autre, à condition de respecter les critères de diversité, c'est-à-dire en général, comme vous allez vous mettre pour beaucoup d'entre vous au maximum sur le portail santé, vous ne pourrez pas rebasculer des places vers le portail santé, sinon on revient à la situation antérieure de la PACES. Alors, le processus de régulation n'est plus le même, c'est plus un numerus clausus qui vous arrive de l'État, parfois en novembre, parfois en janvier, parfois en mars. C'est une capacité d'accueil que vous fixez vous-même après discussion avec l'ARS. Cette discussion, l'article 17 de l'arrêté prévoit comment elle se déroule et elle va prendre un certain temps. Nous avons donc dans l'arrêté prévu dans les mesures transitoires que pour cette année, vous deviez afficher le nombre de places que vous attachez au groupe de parcours avant la fermeture de Parcoursup, mais pas avant son ouverture, pour le faire bref. À partir de l'année universitaire suivante, la mécanique aura en fait 2 années d'avance et vous permettra d'indiquer aux lycéens
Quel est le nombre de places dans chaque groupe de parcours pour l'année universitaire suivante? Alors, les conventions entre les universités, donc elles peuvent être nécessaires finalement si vous avez envie, soit pour le recrutement en odontologie, elles sont toujours nécessaires et elles existaient d'ailleurs déjà, soit pour le recrutement dans les autres filières si vous êtes amené à travailler avec des partenaires. L'article 5 de l'arrêté, que je ne vais pas vous lire in extenso, précise ce qu'il doit y avoir dans ces conventions. Et j'ai essayé de l'illustrer avec l'exemple de ce qu'il pourrait y avoir dans la convention entre l'Université de Rouen et l'Université du Havre. Donc une convention qui dirait l'accès en médecine et maïeutique à l'Université de Rouen est possible pour des étudiants inscrits dans les licences XYZ de l'Université du Havre. Ces licences font partie pour l'accès à 60 ECS du groupe 3 dans lequel on a réservé au moins 5 places. Un détail de quelles sont les épreuves que je vais prendre en compte pour examiner le dossier des étudiants. Le fait que ces licences permettent aussi un accès après 120 ECTS. Et puis la même chose pour la pharmacie, etc. Alors ça peut être confondu et il n'y a qu'un paragraphe à faire, ou ça peut être différent. Aujourd'hui, vous avez déjà des conventions de ce type. Quand il y a les alterpasses, elles sont déjà sur des conventions de ce type. Et les conventions d'admission en odontologie, elles ressemblent déjà à ça. Alors, un certain nombre d'entre vous ont déjà des antennes PACES. On les avait comptées, je crois qu'il y en a 11 ou 12, quelque chose comme ça, d'antennes PACES, qui en fait étaient des PACES délocalisés dans un autre site. Et les questions commencent à être posées, y compris par les élus locaux, de savoir ce qu'elles vont devenir. Elles vont devenir ce que vous allez souhaiter qu'elles deviennent. Vous avez, à mon avis, 2 solutions. La première, cette antenne était organisée dans une université. Par exemple, l'université de Bordeaux avait une antenne PACES à Pau, l'université de Rouen une antenne PACES au Havre, etc. Enfin, mon sentiment, c'est que c'est préférable de faire évoluer ces antennes PACES vers des accès par des licences organisées par ces universités. Les étudiants seront, je crois, beaucoup mieux inclus dans la vie de l'université qu'en restant sur un enseignement presque exclusivement à distance, etc. Mais il n'y a pas d'impossibilité à ce que vous prévoyiez un portail délocalisé avec une visiotransmission et une participation des enseignements pour que ce que vous organisez en termes de portail santé à l'Université de Rouen soit disponible à l'Université du Havre. Un certain nombre d'antennes PACES s'étaient aussi développées en dehors d'une université, par exemple à Périgueux ou à Dax. Et là, j'ai mis à voir. Vous pouvez garder un portail santé délocalisé. Je pense qu'à ce moment-là, la question du lien avec un autre dossier cher au cœur de la directrice générale, qui est celui des campus connectés, se pose, parce que vous avez finalement quand même des étudiants qui sont très isolés, peu encadrés, et pour lesquels il y a peut-être des choses à mettre en commun. Un des casse-têtes pour VPCFVE actuellement, et avec ça, comment est-ce que je définis mes capacités d'accueil et comment est-ce que je rentre ça dans Parcoursup, en sachant que bien évidemment, capacité d'accueil au sens capacité d'accueil des lycéens dans les parcours et capacité d'accueil au sens capacité d'accueil en santé à l'issue des parcours sont des questions qui sont liées. Et la deuxième chose qui m'empêche de dormir, c'est pourvu qu'on ne se trouve pas avec les candidats quelque part et les places ailleurs, dans une proportion trop importante des choses. Et c'est bien pour calmer cette inquiétude-là qu'on a ajouté un certain nombre de mesures dérogatoires dont je vais reparler, qui doivent pouvoir éviter qu'au cours de que notamment la première année, on se trouve devant cette difficulté-là. Et la vie est faite de cette sorte de difficulté. Si on utilise trop ces souplesses-là, on n'arrivera jamais à amorcer la pompe. C'est-à-dire qu'il va aussi falloir qu'on montre aux lycéens et à leurs familles que quand on leur dit qu'il y a plusieurs accès, il y a bien plusieurs accès. Et c'est pas un risque
virtuelle, puisque c'est exactement la difficulté devant laquelle on s'est trouvé avec les alterpasses, où c'est jamais devenu vrai. C'est-à-dire que les lycéens, ils n'ont jamais rentré, et peut-être on ne leur a pas assez dit ou bien dit, ou etc., mais ils n'ont jamais rentré dans leur tête que c'était un moyen de rentrer dans les études de santé. Donc on a finalement, via les alterpasses, uniquement rattrapé ceux qui avaient changé d'avis, si je peux dire, mais on n'a jamais eu des étudiants qui prenaient cette voie-là pour rentrer dans les études de santé. Et donc, à la fois, comme on va avoir un petit peu de mal à faire passer le message, à les convaincre, si on met trop de place sur ces voies, on risque d'avoir un déséquilibre, mais si on n'en met pas assez, on n'amorcera jamais la pompe. Et ce qu'il faut que vous régliez, la difficulté des semaines qui viennent, je pense qu'elle est vraiment là. Alors, question qui était tout à fait prégnante sur les réseaux DVP, là, mais vous nous garantissez qu'on va pouvoir quand même baisser notre capacité d'accueil sur le portail et sans augmenter les autres capacités d'accueil. Ben non. Non. Non, parce que si vous faisiez ça, le problème devant lequel on serait collectivement, c'est celui de l'accès à l'ESR des lycéens, et en l'occurrence, pas des lycéens qui sont aujourd'hui en PACES. Eux, ils retrouveront leur place dans le dispositif. Par contre, au bout du bout, si on vous laissait réduire vos capacités d'accueil pour les néo-bacheliers, bah c'est évidemment les néo-bacheliers les plus fragiles qui ne vont pas trouver leur place dans l'enseignement supérieur. Donc non, à la fin, le volume de places qui était proposé en PACES, il doit se retrouver quelque part dans les parcours d'accès, que ce soit chez vous ou chez un partenaire, et ça peut amener à déplacer un petit peu les flux entre des universités proches, mais cette évolution ne crée pas de lycéens, mais elle n'en retire pas non plus. Donc il faut que le nombre de places qu'on puisse proposer aux lycéens en 2020 soit pas inférieur à celui qu'on proposait en 2019. Alors, j'ai essayé de lister vos inquiétudes. Peut-être y en a-t-il que vous avez et que je n'ai pas listé. Première inquiétude, finalement, on va empirer le système. Et l'admission via le portail santé sera plus sélective que ça ne l'était via la PACES. Ça, vraiment, je ne crois pas. Dans la mesure où on permet pour ceux d'entre vous qui choisissent de conserver un gros portail santé, vous pouvez y mettre 50% de votre capacité d'accueil santé. Vous pouvez même y mettre 70% en 2020 si ça vous paraît nécessaire. Et l'admission des primants en PACES n'a jamais atteint 50% du numerus clausus. Donc, vous n'êtes pas dans une situation, même si vous faites un gros portail santé, même si vous lui laissiez la capacité d'accueil de la PACES actuelle, vous ne seriez pas dans une situation où vous dégraderiez la probabilité des néo-entrants d'être admis la première année. C'est pas ce qu'il faut. Je ne pense pas que ce soit ça qu'il faut faire, mais je pense que ça, c'est quand même une inquiétude qu'il faut... Je vous propose qu'on prenne cette question-là après, parce que, non, attendez, vous êtes dans une situation très particulière, qui est la situation d'une PACES adaptée, où vous n'aviez donc déjà plus de redoublants, et où vous aviez 70% de vos admis en primant cette année, pour la première fois depuis toujours. La majorité des universités sont dans une situation où aujourd'hui, leur ratio primant redoublant d'admis est plutôt 40% des places pour les primants, 60% des places pour les redoublants, parfois même un peu moins, c'est à peu près ça sur la médecine en général, et c'est un peu moins sur la pharmacie, la maïeutique et l'odonto. Deuxième de vos inquiétudes, donc je veux réduire la taille de mon portail santé par rapport à ma PACES actuelle.
vous me dites que je ne peux pas réduire la capacité d'accueil totale de l'université, donc il faut que j'augmente ma capacité d'accueil dans d'autres licences, et elles sont pleines, je ne sais pas le faire. Et là, à mon avis, deux cas de figure différents. Une qui est celle des universités, notamment de Paris Intramuros, qui est « je sais le faire dans presque aucune ». Et en plus, j'avais une très grosse PACES, c'est-à-dire que j'avais une PACES qui représentait une très grosse proportion de mes étudiants entrants. Et à ce moment-là, je pense de plus en plus que la seule solution, c'est celle que vous avez d'ailleurs déjà adoptée pour votre PACES adaptée, c'est « je cherche des partenaires ». Et je vais réexpliquer pourquoi. Et puis, deuxième situation qui est... je cherche des partenaires qui est pas forcément parmi des universités qui ont une PACES. Et puis, deuxième situation, je sais l'augmenter dans certaines licences, mais pas dans toutes, et en particulier en psycho, en sciences de la vie et en STAPS, je ne sais pas l'augmenter. Alors, j'ai pris ensuite 3 cas de figure, toujours encore une fois sur des PACES, pas sur des PACES adaptés. Premier cas de figure, une université pluridisciplinaire avec composants de santé qui a 1000 néo-entrants en PACES et une capacité totale de néo-entrants de 5000. Bon, il y a un certain nombre d'universités, de vos universités, qui sont à peu près dans cette situation-là. Une solution que je pense raisonnable et qui vous permet de tourner progressivement, c'est de vous dire je passe de 1000 à 800 en 2020, et puis si tout se passe bien, je passerai à 600 en 2021. Concernant mes autres entrants, je passe de 4000 à 4200. Et ensuite, effectivement, je tiens compte du fait qu'il y a des licences dans lesquelles je ne peux pas et je ne souhaite pas, compte tenu des débouchés en master ou des débouchés professionnels, augmenter le nombre d'entrants. Alors, j'ai pris 2 exemples, encore une fois, bien évidemment, la situation peut être différente. Par exemple, je n'augmente pas ma capacité d'accueil en psycho, ce qui ne m'empêche éventuellement pas d'y mettre une mineure santé, et ça m'empêche éventuellement pas de mettre une mineure psycho dans mon portail et d'avoir des échanges entre mes étudiants qui avaient choisi psycho, qui finalement se disent santé, ou qui avaient choisi santé et qui finalement se disent psycho, mais je n'augmente pas la capacité d'accueil en psycho. Éventuellement, je fais le même raisonnement en sciences de la vie. Et par exemple, et je vous laisse lire les 3 alinéas suivants, j'utilise effectivement la nécessité de réorienter vers différents cursus les bons étudiants pour me dire que je fabrique clairement une offre qui est destinée aux étudiants de terminale qui hésitent entre une école d'ingé et médecine et qui aujourd'hui doivent choisir entre une CPGE et une PACES, et que ces étudiants m'intéressent et que je fabrique quelque chose qui leur est destiné et que je leur fais savoir. Je réfléchis avec un portail droit éco-gestion dans lequel j'ai déjà mutualisé des choses à comment est-ce que je propose des parcours éco-santé, et je fabrique des parcours permettant de tenir l'engagement de possibilités d'admission en santé, peut-être en particulier en médecine et en maïeutique, pour des étudiants qui ne sont pas des étudiants scientifiques, et que néanmoins j'aimerais bien pouvoir récupérer s'ils sont très bons, qui aujourd'hui soit sont dans les classes préparatoires littéraires, soit sont dans des filières de lettres, soit sont à Sciences Po, et dont je voudrais pouvoir profiter de cette évolution pour les récupérer dans mes cursus. Donc je pense vraiment que cette réflexion sur de combien je baisse la capacité d'accueil, PACES moins portail, et où est-ce que je mets la différence, je ne prétends pas du tout qu'elle est simple, hein, c'est évident que c'est là qu'est le nœud de la question, et il faut essayer de le poser pas principalement, pas seulement vis-à-vis des accès en santé, mais vis-à-vis de qu'est-ce que vous voulez développer dans votre université, vers quelles offres de master vous voulez orienter ces étudiants qui, pour la majorité d'entre eux, ont vocation à atteindre des niveaux d'études Bac plus 5. Deuxième cas de figure, il y a au moins une université à ma connaissance qui a l'intention de faire ça. Je ne sais pas si les Canets sont là.
Je suis à peu près dans la même situation. J'avais une PACES à 1000, une capacité de néo-entrant à 5000, et mon option, c'est pas de portail. Je répartis mes 1000 étudiants sur les 4000 autres places. J'équilibre mes augmentations d'effectifs en fonction des tensions et des débouchés. Je vois la VPCFPU qui dit oui, c'est pas si simple. J'inclus les CTS santé dans les parcours et pas en plus. Et j'utilise la ressource enseignante de la PACES dans les autres filières. Non. Non, parce que je ne vous ai pas dit que vous ne pouviez faire qu'un... C'est pour ça qu'il y avait un pétale jaune et un pétale vert à la marguerite, et vous pouvez tout à fait faire 2 groupes de parcours avec vos licences. Encore une fois, un groupe de parcours, c'est un groupe à l'intérieur duquel vous savez comparer les étudiants. Bah, écoutez, je vais le relire avec cette idée, une énième fois avec cette idée-là. Non, je suis assez sûre que le décret ne comporte nulle part la contrainte que vous ayez un portail, parce que ça, D'accord. Donc... Mais la contrainte que toutes les licences soient dans le même groupe, non. Non. Il n'y a pas de contrainte que toutes les licences soient dans le même groupe. Et je pense sincèrement que même quand vous avez un portail, c'est pour ça... là, vous aviez un exemple où vous aviez 2 groupes qui étaient faits avec les licences d'une université A et d'une université B, mais vous auriez très bien pu décider que vous vouliez faire un groupe avec les licences scientifiques des universités de Rouen et du Havre, parce que c'était ça que vous vous sentiez confortable, c'était dans cet ensemble-là que vous vous sentiez confortable pour comparer les dossiers finalement, et un groupe avec les licences de lettres des universités de Rouen et du Havre. Alors, je reviens à l'exemple des Canets. Alors, bon, il y a des universités dans lesquelles on peut le faire. Il y a un nombre croissant d'universités qui sont en train de se dire qu'en fait, tiens, ça c'est une bonne idée, puisque les collègues de Poitiers nous ont envoyé une proposition qui est extrêmement semblable, et sont en train de se dire aussi que c'est une bonne idée et que c'est aussi, en tout cas, pas la plus chère, à condition qu'on soit capable de négocier, on met les ECTS dedans et pas en plus, et qu'on soit capable de négocier avec les enseignants de santé. Vous faites plus cours en PACES, mais vous allez faire cours ailleurs. Donc voilà, ça nécessite une configuration de la discussion bien particulière. Troisième cas de figure, qui est indiscutablement celui qui a fait couler le plus d'encre et qui est le plus compliqué. J'ai une PACES de 2000 et j'ai une capacité de néo-entrant de 4000. Ce qui veut dire en fait que j'ai des effectifs de L2 hors santé de l'ordre de 1500. Je serais intéressée de savoir combien c'est pour l'Université de Paris ou l'Université Paris-Ici ou l'Université Pierre-et-Marie Curie, mais ça doit être de cet ordre-là. Je crois... Non, c'est pas de cet ordre-là. Un petit peu plus. Pardon. Vous avez en tout plus de 2000 et votre capacité de néo-entrant, c'est... Ça représente 40%, à ma connaissance, ça représente 40%. Donc là, vous êtes sur un cas extrême qui serait un cas où la PACES représenterait 50%. Peu importe que ce soit 2000 et 4000 ou 3000 et 6000, mais... Oui. Ok. Donc, je suis effectivement dans une situation où, en fait, la structure de mon université d'où je pars est une structure qui ne permet pas la réussite au sens passage en L2 de tous mes étudiants. J'ai un goulet d'étranglement qui est considérable entre mes capacités de L1 qui sont grossies par une très grosse PACES
et mes capacités de L2. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution sur ces universités-là que des partenariats. Absolument, faut-il que les partenaires... Non, que des partenariats, notamment avec des universités qui n'ont pas de composants de santé. Je pense que certaines ont envie de venir. Je pense que certaines ont envie de... Pardon ? En tout cas, je finis de décliner la diapositive, si vous permettez. Je pense que vous avez deux types de solutions. Que vous en avez une qui serait probablement la meilleure pour les étudiants et qui, pour les raisons que vous venez d'évoquer, n'est pas obligatoirement la plus facile à mettre en place, qui est les universités partenaires prennent d'emblée ces étudiants en L1 et deviendront un des parcours de formation dans lequel vous recrutez. C'est par exemple la discussion qui est en train de se tisser, alors je ne sais pas si les collègues sont là, qui est en train de se tisser à ma connaissance entre Nanterre et l'UVSQ. Entre Nanterre et Paris-Sud. Mais je crois aussi avec l'UVSQ. Et puis de toute façon cette question va disparaître. Avec effectivement un intérêt de Nanterre pour le développement d'un double cursus SHS santé et un intérêt de Paris-Sud pour le recrutement d'étudiants dans ce dispositif. Et les moyens dont on parlera tout à l'heure liés à absorber plus d'étudiants en L1, théoriquement, ils vont normalement dans cette discussion à Nanterre, puisque c'est elle qui récupère la capacité d'accueil supplémentaire en L1. Une deuxième possibilité, qui est plus facile à court terme et qui est une possibilité au moins que les collègues de Pierre et Marie Curie ont déjà pris, qui est de tisser des admissions, de tisser des partenariats pour avoir des admissions en L2 chez des partenaires et garder un gros portail. Pardon. Et puis enfin, vous pouvez effectivement avoir une combinaison des deux, y compris avec les mêmes partenaires. Alors, dans l'article 17 de l'arrêté, on a proposé un certain nombre de dérogations en 2020. Pourquoi est-ce qu'on les a proposées et pour qui ? On les a clairement proposées pour permettre au système d'évoluer, à la fois parce que, sauf pour les PACES adaptés, la capacité d'accueil 2020, elle est plus faible que la capacité d'accueil 2021 et suivante, puisqu'il y a le numerus clausus résiduel redoublant à ajouter. Qu'est-ce qu'on vous propose de faire en 2020 de différent d'en 2021 ? On vous propose le texte vous impose de garder au moins 2 voies de recrutement. Donc, soit vous aviez déjà un accès en L2, L3. C'est forcément le cas des PACES adaptées puisqu'elles sont construites comme ça. Ça vous permet donc, notamment effectivement pour les Parisiens, de prendre une année de plus pour nouer les partenariats qui vous permettraient de descendre en dessous de 70% pour votre portail. Soit à l'inverse, vous n'avez pas d'accès L2, L3, parce que vous êtes une université qui avait une PACES et rien qu'une PACES et pas d'alter-PACES. C'est pas très facile de créer ex nihilo l'accès en L2, L3 l'année prochaine, et en tout cas, même si vous l'ouvrez, finalement, vous allez risquer d'avoir le même succès que les alter-PACES, quoi. C'est des étudiants, ils ne se sont pas engagés dans la filière pour ça, puisque ça n'existait pas quand ils se sont engagés. Donc, soit vous ne le créez pas et vous vous concentrez sur la question de diversifier les accès L1, soit vous le créez, mais vous n'aurez pas besoin qu'il atteigne 30%. Et enfin, vous pouvez créer à la fois 2 accès L1 et un accès L2, L3, mais avec plus de souplesse sur les pourcentages maximum, ce qui vous permettra soit de commencer petit si
vous avez du mal à proposer de la capacité d'accueil ailleurs que dans votre portail, soit de vous rattraper s'il s'avérait que vous avez les étudiants quelque part et les places ailleurs, et qu'il faut donc que le jeu des bascules soit basculé sur le portail jusqu'à 70% des entrées. C'est et ou. C'est-à-dire que le texte, effectivement j'ai répondu à la question de quelques collègues dans le couloir tout à l'heure, le texte il vous dit simplement pour des étudiants ayant plus de 120 ECTS. Vous pouvez décider d'ouvrir des accès L2, vous pouvez décider d'ouvrir des accès L3, vous pouvez décider d'ouvrir des accès L2, L3. La seule contrainte qu'il faut que vous mettiez, c'est qu'un étudiant il a toujours deux chances. Donc s'il y a une voie où il n'y a qu'un accès L3, il pourra aussi candidater l'année d'après. L'accès L3, on s'est un peu battu pour le laisser parce qu'initialement il y avait des velléités de l'enlever, l'accès L3. Donc on s'est un peu battu pour le laisser et ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que je pense que l'accès L3 il est hyper pertinent si vous vous sentez de proposer des admissions en DFGS3. Si vous ne vous sentez pas du tout de proposer des admissions en DFGS3, il ne faut sans doute pas mettre trop de volume en L3 parce que c'est quand même un allongement des études qui est assez significatif. Mais il n'y a pas de contrainte, vous faites comme vous voulez. Alors, en première approche, qui est-ce qui va probablement avoir besoin d'une dérogation et sur quoi? Les PACES adaptés actuels d'Angers et de Brest, je ne vois pas pourquoi elles auraient besoin d'une dérogation. Les PACES adaptés, mais si elles en demandent une, on l'examinera, hein, mais je ne vois pas pourquoi. Les PACES adaptés actuels de Paris, elles n'ont pas de numerus clausus redoublant, elles ont un accès L2, L3 ouvert et supérieur ou égal à 30%. Comme elles ont 5% pour les passerelles, il leur reste un portail qui ne peut pas excéder 65%. On souhaiterait qu'elles s'engagent dans l'ouverture d'au moins un autre accès en L1 qui peut être chez un partenaire et qui peut être limité en nombre, mais la dérogation fait qu'il n'y a pas de contrainte de le faire dès la rentrée prochaine et que vous pouvez avoir un portail représentant 65% de vos accès santé, plus 5, plus 30. Pour les universités qui ont aujourd'hui une PACES plus une alter-PACES, elles ont un numerus clausus redoublant, elles ont un accès L2, L3 qui est ouvert, mais qui n'est pas forcément de 30%, ou il est ouvert pour 30%, mais en fait elles basculaient toujours des places. On aimerait bien qu'elles ouvrent un autre accès L1. Le portail santé ne peut pas dépasser 70%. Et en fait, la dérogation, elle va porter sur le pourcentage d'étudiants admis avec 120 ECTS et sur le pourcentage maximum du portail. Les PACES actuelles qui n'ont pas d'alter-PACES, vraisemblablement, elles vont choisir de ne pas ouvrir d'accès L2, L3 dès cette année. À ce moment-là, elles n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir un deuxième accès L1, puis de toute façon, il faut bien commencer par quelque part. Et la dérogation, elle porte alors sur l'existence de l'accès 120 ECTS et éventuellement sur le pourcentage maximum du portail. Le fait qu'on ait introduit cette dérogation qui nous a été beaucoup reprochée et nous est beaucoup reprochée par les associations étudiantes sur le 70% permettra en particulier de rattraper les choses s'il s'avère qu'on a les places quelque part et les candidats ailleurs, avec le bémol dont je parlais tout à l'heure, qui est que si on le fait trop, on n'amorcera jamais la pompe. Et vraiment, la difficulté, elle est là. Ça, c'est pour la mécanique des flux et des places et de comment je les ouvre et où je mets les capacités d'accueil. Sur les contenus pédagogiques et la question de la réussite des étudiants. Donc les licences avec mineurs santé, elles répondent à cette configuration, au moins 10 ECTS santé, des enseignements disciplinaires, anglais, module de découverte des métiers, préparation aux épreuves. Je vous ai mis un exemple que je n'ai pas inventé, je l'ai tiré de l'exemple d'une université, qui est une façon de faire, par exemple, qui est de dire, moi je construis un panier mineur santé dans lequel il y a 24 ECTS.
Ce panier mineur santé, il est constitué de 4 UE qui sont listés sur la diapositive. Et selon le parcours d'origine et la filière de destination, je définis les UE que l'étudiant doit valider. Par exemple, l'étudiant qui est en licence sciences de la vie, il n'a pas besoin de valider l'UE du nucléotide à la cellule parce qu'elle est déjà d'une façon ou d'une autre dans son parcours de licence. Vous êtes dans les discussions avec les équipes enseignantes devant le dilemme suivant. Il est, à mon avis, nettement préférable que les ECTS de cette mineure santé soient inclus dans les maquettes à la place d'autres enseignements pour ces groupes d'étudiants. Mais en général, il est beaucoup plus facile de négocier avec les collègues que ce soit en plus. C'est toute la richesse du métier de VPCFVU. Notamment, il est possible de proposer à l'intérieur de ces parcours de licence que certains de ces enseignements soient à la place d'enseignement de TD, à la place d'enseignement de TP, à la du jeu libre, ou dans les parcours que vous commencez à avoir construits avec une majeure, une mineure dans toutes vos licences. Enfin, ça dépend vraiment comment est fait votre portail de licence et il faut que ça s'inclue le mieux possible dans ce qu'est votre philosophie générale de la façon de voir la licence. La PACES n'avait pas que des inconvénients. La PACES n'avait pas que des inconvénients et notamment était un dispositif qui sélectionnait les étudiants sur leur capacité à travailler seuls, vite et beaucoup. Alors, indiscutablement, de façon excessive, avec une casse importante d'étudiants qui finalement décrochaient extrêmement rapidement et un sentiment d'échec d'étudiants qui étaient pourtant des bons lycéens. Néanmoins, cette capacité à travailler seul, vite et beaucoup, c'est une compétence dont les étudiants vont avoir besoin dans la suite des études de santé. Donc il ne faut pas non plus qu'on transforme nos parcours d'accès en un endroit où on cocoone totalement les étudiants avec énormément d'enseignements présentiels, etc. Parce que ce n'est pas comme ça que sont construites les études de santé et pour un certain nombre de raisons, dont des bonnes. Concernant le portail santé, quelle différence avec la PACES? Donc, c'est un portail qui doit comprendre des crédits d'autres disciplines permettant aux étudiants de se projeter sur une L2, qui doit comprendre de l'anglais, on va en reparler, un module de découverte des métiers et une préparation aux oraux. Alors, j'ai mis 3 diapositives qui sont de la réflexion et certainement pas de la prescription sur finalement comment est-ce qu'on peut essayer de réussir un portail. Je pense qu'on aurait d'ailleurs intérêt, peut-être que les conférences de doyens de santé pourraient se saisir de l'initiative à avoir un groupe d'échange là-dessus, parce qu'il commence à y avoir un certain nombre de bonnes idées qui fleurissent et je ne suis pas sûre qu'elles soient forcément toujours échangées. Premièrement, obligatoirement en modifiant la docimologie, puisque les étudiants font toujours ce qui est prévu par la docimologie, pas ce qui est prévu par le programme. Et notamment, absolument en incluant les mineurs disciplinaires dans la docimologie, sinon les étudiants ne s'y intéresseront pas. Il peut y avoir différentes façons de les inclure, soit de les inclure sous la forme d'un bonus de points à partir du moment où c'est validé, si vous n'êtes pas confortable avec le fait de comparer des mineurs de différentes disciplines. Enfin, il y a différentes façons de faire, on peut en reparler. Et ça peut avoir un intérêt d'inclure des enseignements disciplinaires, y compris éventuellement pour tous. Je me suis assez souvent, depuis 2 ans, fait la réflexion qu'une petite dose de droit constitutionnel pour tout le monde, ça permettrait peut-être de comprendre parfois ce qui se passe. Deuxièmement, la PACES est aujourd'hui fortement caractérisée par une modalité docimologique unique qui est l'évaluation par QCM, cette modalité étant elle-même induite par le nombre d'étudiants qu'il faut évaluer. Même si en pratique, même quand ce nombre était nettement plus faible qu'aujourd'hui, c'était déjà la modalité qui était retenue. Donc ça ne doit pas être la seule explication, mais enfin, c'en est une qui est prégnante. Il y a moyen d'utiliser les QCM de façon différente, il y a des tas de moyens d'utiliser les QCM de façon différente, et
c'est vraiment un enjeu important si on veut sortir l'admission dans les études de santé d'un apprentissage par cœur, d'une énorme quantité de connaissances jusqu'à la dernière virgule. Enfin, c'est vraiment un problème, et c'est vraiment un problème dans la typologie des étudiants qu'on recrute et dans ce que ça induit d'imaginaire de c'est quoi les caractéristiques nécessaires pour réussir dans les études de santé. En réintroduisant davantage de rédactionnel, ce qui peut être possible si les effectifs diminuent, en donnant un poids suffisant à l'oral et en envisageant sa préparation. En fondant le portail dans le reste de la formation, et en fait, il y a les collègues de Strasbourg, par exemple, sont en train de fabriquer quelque chose qui est assez intéressant et qui est une forme de fondu enchaîné entre des licences avec mineurs santé et un portail santé avec des mineurs. Je ne sais pas s'ils sont là, les collègues de Strasbourg, voilà. Avec un projet qui est intéressant, qui pose sûrement encore un certain nombre de difficultés, mais qui est intéressant. Je pense qu'un des éléments qui est le plus important, et je ne sais pas comment on va fabriquer ça, aujourd'hui la PACES est un dispositif dans lequel par construction il n'y a pas d'alliance possible entre les étudiants et les enseignants. C'est-à-dire que l'enseignant qui est en bas d'un amphi de PACES en septembre, là en ce moment, et les collègues qui font encore ça, moi je l'ai fait fut un temps, les étudiants ont tous le même objectif, qui sera atteint par 350 d'entre eux. Vous êtes bons, c'est 350. Vous n'êtes pas bons, c'est 350. Ils sont bons, c'est 300. Enfin, il n'y a pas d'alliance possible sur « vous allez tous réussir ». Et l'enjeu, c'est vraiment de passer d'un système où les étudiants s'inscrivent en santé et où on réorientera ceux qui n'y sont pas arrivés, à un système où les étudiants s'inscrivent à l'université et où on proposera une admission en santé à un certain nombre d'entre eux. Enfin, c'est pas rien d'essayer de passer d'un dispositif à l'autre, surtout compte tenu du poids historique, sociologique, etc., qu'il y a sur le premier. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on essaye de bouger. On peut essayer d'utiliser une des réussites de la PACES, qui est le tutorat étudiant. On peut essayer, au niveau d'une université, d'étendre ce modèle-là à des étudiants d'autres filières, parce que si les étudiants du portail santé n'ont comme tuteur que des étudiants en santé, eh ben, ça dit à nouveau que c'est le seul avenir désirable, quoi. Enfin, que c'est comme lui que je veux être. Et en impliquant les enseignants en santé sur ce que leurs enseignants peuvent apporter à d'autres filières, le poids des questions de santé et des questions de biologie en général dans la société a très nettement cru. Je pense qu'il serait extrêmement important, et que ces changements peuvent en être l'occasion, que les enseignants des filières santé aient des enseignements en face d'autres publics. Je pense que des enseignements jusqu'au master de psycho avec quasi pas de temps de formation par un médecin, des enseignants, enfin, bon, voilà, et ça c'est un exemple, mais il y en aurait plein d'autres, y compris dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations techniques, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment plein de choses à fabriquer sur la participation des enseignants et des hospitalo universitaires à d'autres cursus, et que c'est une occasion. Enfin, et ça c'est une réflexion venue à la lecture du document de certains collègues ce week-end, probablement en restant sur un volume horaire proche de la PACES par étudiant. En tout cas, clairement, je ne pense qu'on ne pourra pas collectivement suivre les tendances financières qu'impliquerait d'augmenter à la fois aujourd'hui, je m'exprime autrement, aujourd'hui la PACES c'est peu d'heures et exclusivement magistrale. Le transformer en plus d'heures, dont beaucoup de TD, je pense qu'on y arrivera difficilement, et qu'il est plus important de réintroduire de l'enseignement en plus petits groupes que d'augmenter le volume d'enseignement présentiel de ces étudiants, qui globalement sont des étudiants qui savent assez bien travailler tout seuls. Mais c'est ouvert à la discussion et on pourra en reparler. Ça peut aussi être une occasion dans vos établissements d'utiliser la réforme des études de santé pour aller vers une version dématérialisée de tous les enseignements. Ça ne veut pas dire que tous les enseignements ne sont faits qu'en dématérialisé, ça veut dire que les enseignements sont disponibles en dématérialisé, et donc le même enseignement peut éventuellement être choisi par un étudiant en présentiel
principalement ou en dématérialisé principalement. Et si on veut faire ça, ça suppose que le dématérialisé ne soit pas du cours filmé ou du PowerPoint sonorisé. Quelques réflexions encore sur la diversification. Donc, la nécessité d'au moins 2 accès L1, c'est notamment pour permettre de recruter des très bons non-scientifiques. Le volume significatif d'accès en L2, L3, c'est à la fois pour permettre une deuxième chance et pour permettre à des étudiants qui ne sont pas des fusées en terminale de prendre le temps de trouver leur marque dans l'enseignement supérieur et de réussir. Et toute cette évolution suppose, et pour l'instant je pense que c'est encore incomplètement le cas, que les filières santé soient convaincues de l'intérêt de la diversité et ne veuillent pas homogénéiser complètement ensuite. Et je disais, je crois que c'était à la CNEMOP vendredi matin, quand on parle diversification, le premier quart d'heure, ça se passe bien, en général. Une espèce de discours politiquement correct, c'est bien de diversifier. Et puis, très rapidement, au fil des questions-réponses qui viennent, c'est d'accord, mais comment est-ce que je garantis qu'ils sont quand même tous pareils ? Je pense que, en complément de réflexion possible pour réussir un portail santé, il y a ce qui n'est pas souhaitable. Il y a une chose dont il est sûr que ce n'est pas souhaitable, qui est de recruter les étudiants qui sont inscrits dans les parcours en licence sur leur réussite à la mineure santé plutôt que sur la qualité de leur réussite en licence. Si on fait ça, on n'a pas diversifié, on a fabriqué une PACES en ligne. On a probablement fabriqué ce que j'ai appelé un phénomène de passager clandestin, c'est-à-dire en fait un étudiant qui est inscrit à une licence de quelque chose, mais son intérêt est absolument pas là et il est à bosser la mineure santé en ligne. Et enfin, ça c'est un boulevard pour les officines privées qui tournent autour des formations en santé depuis des dizaines d'années. Deuxième écueil un peu symétrique, ne pas du tout inclure les mineurs disciplinaires dans les notes du premier groupe d'épreuves du portail, parce que c'est plus compliqué, parce que les étudiants ont choisi des options différentes, etc. Et à ce moment-là, elles ne seront pas investies par les étudiants. Les collègues qui les récupéreront en L2 diront que, ok, ils ont eu un enseignement de sciences ou de droit la première année, mais qu'ils ont vraiment fait uniquement le service minimum dessus. Et il y a diverses possibilités de simologique pour ajouter, y compris des UE au choix. Et puis, enfin, jusqu'ici, on n'a pas du tout parlé de master. Or, pourtant, le public qui aujourd'hui rentre en PACES est un public que nous devrions avoir pour objectif de mener pour un très grand nombre d'entre eux jusqu'en master. Nous avons par ailleurs un certain nombre de formations de master qu'il faut développer si on veut faire fonctionner notre système de santé en général, mais notre système de santé aux interfaces avec la société, etc. Il est en particulier certain que le nombre d'étudiants que nous formons aujourd'hui à un niveau Bac plus 5 dans des domaines bio-ingénierie, biomaths, bio-info est insuffisant et pas d'un petit peu. Et c'est donc aussi en se demandant comment est-ce qu'on alimente ces fils-là de master qu'il faut construire les cursus à la mesure de chaque université et de ce qu'elle entend développer. Alors, j'aurais dû remercier initialement, avant de faire cette présentation, Xavier Olessa d'Aragon, qui est actuellement en stage au cabinet et qui a fait une bonne partie de ses diapositives, avec par exemple des parcours qui pourraient devenir des parcours de ce type. Je suis rentrée par le portail santé, j'ai finalement fait une EL2 puis une EL3 de sciences, soit sans avoir candidaté en santé, soit en n'ayant pas été admis en santé, et je poursuis vers un master, où je suis rentrée par une licence de SHS. En L2 ou en L3 de SHS, j'ai candidaté vers la santé. Finalement, et c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on développe, en fin de premier cycle santé, je me suis dit que c'était une idée, mais que d'ailleurs c'était pas une bonne idée. Et mon cursus antérieur me permet de ressortir d'un premier cycle santé et d'aller faire un master. Je pense, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais que c'est extrêmement important qu'on développe des passerelles sortantes des cursus santé.
Et puis enfin, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la possibilité d'admission par les IFSI. Dernière partie du diaporama, la question des épreuves d'admission. Il faut donc que vous définissiez dans vos modalités de contrôle des connaissances les épreuves qui correspondent au premier groupe d'épreuves. En fait, ça veut dire que vous sélectionnez un sous-ensemble pertinent des notes du parcours en retirant soit ce qui vous paraît pas correspondre à des standards de rigueur d'évaluation, il y a des collègues qui ont posé cette question-là, soit en retirant des choses qui sont évaluées par des travaux de groupe et vous n'avez pas envie de l'y mettre, ou, enfin il y a plein de raisons. Le jury fixera les 2 seuils pour chaque parcours. Le deuxième groupe d'épreuves, il est défini de façon assez détaillée dans l'arrêté. Et c'est un sujet sur lequel il y a énormément de littérature parce que c'est globalement le standard de l'admission en santé dans de nombreux pays du monde. Et enfin, les collègues des PACES adaptés ont une expérience et peuvent la partager. Je pense qu'il faut faire très attention à ce que les déterminants des discriminations sociales soient plutôt corrigés qu'accentués par ces épreuves. Et il y a moyen de construire des épreuves orales qui accentuent les phénomènes de discrimination sociale. Enfin, les articulations avec les autres formations en santé. L'accès en kinésithérapie. Aujourd'hui, le texte prévoit que l'accès dans les instituts de formation en massokinésithérapie doit se faire après une première année de formation, PACES, Sciences de la vie ou STAPS. Le texte est très peu contraignant, en fait je ne le connaissais pas pour être tout à fait honnête, donc je l'ai relu récemment. Le texte est très peu contraignant et en fait c'est le système qui a fabriqué la contrainte et qui a aligné le recrutement en kinésithérapie sur le fonctionnement de la PACES. Mais le texte initial, la seule chose qu'il dit c'est qu'il faut avoir validé une première année et ensuite il laisse les modalités de recrutement convenues. Ce texte est en cours de réécriture et on va le réécrire pour maintenir une diversité de recrutement, pour maintenir la possibilité d'un recrutement à partir d'un portail santé, d'une licence de bio, d'une licence de STAPS ou d'une autre licence avec mineur santé. On va le retoucher un petit peu pour ne pas exclure des étudiants qui ont validé 120 ECTS. Actuellement, par exemple, sur les admissions en STAPS, il y a des tas d'endroits où il y a un dispositif qui exclut des étudiants qui auraient poursuivi, mais on ne va pas non plus imposer un contingent de recrutement à 120 ECTS comme on le fait pour les filières MMOP. Et il existe aussi un accès tardif pour les instituts de formation en kiné, on va le maintenir. Il va donc falloir que figure sur Parcoursup l'indication qu'une formation permet de candidater dans les IFMK partenaires, ça va être un des nouveaux tags. Il va falloir que vous définissiez dans vos conventions avec les IFMK la procédure de candidature. Ça peut rester la même que celle que vous aviez pour la PACES, ça peut être autre chose. Et il faut qu'on réfléchisse ensemble comment on rend accessible aux lycéens l'information sur les différentes voies permettant de candidater à un IFMK donné. Ça, on va y réfléchir avec les collègues de Parcoursup. Pour l'accès aux autres formations, on voit fleurir des choses qui ne vont pas forcément nous convenir à la fin, même si elles sont réfléchies tout à fait dans un objectif positif. Les autres formations en santé, on ne veut pas les laisser s'allonger. On ne ferait pas une année avant l'IFMK si on le faisait aujourd'hui. Ça s'est fait dans une configuration de discussion qui était ce qu'elle était. Et on ne veut pas voir cette situation se généraliser. On est d'ailleurs en train de faire des modifications pour redonner toute sa place à l'accès après le bac, par exemple, dans les modifications qu'on va proposer pour l'accès aux études d'orthophonie. Parce qu'aujourd'hui, les études d'orthophonie, c'est quand même 5 ans, avec toujours une année de préparation avant, et souvent 2. Il y a un moment, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, un accès à ces études, par exemple d'ergo ou d'orthophonie, après un portail ou une première année de licence est possible. Il peut être valorisé par des UE spécifiques. Au-delà de 2020, on a l'impression qu'on devrait sans doute pouvoir proposer un même dispositif d'examen des dossiers, que l'étudiant vienne du bac ou d'autres formations, comme on va faire pour l'orthophonie. Et pour le faire bref, les projets de type portail de réadaptation, auxquels on est plutôt favorable, mais après il faut regarder exactement ce qu'il y a dedans,
Si c'est pour reproduire la logique, une année préparatoire obligatoire et faire en sorte qu'un DE d'ergo ne puisse pas être acquis en moins de 4 ans, on n'est pas très favorable. Si c'est, je suis arrivé à mutualiser le contenu des études elles-mêmes, je sais délivrer un DE en 3 ans et je suis capable de construire des parcours en 4 ou 5 ans qui délivrent aussi un M1 ou un M2, on est très favorable. Donc la subtilité, elle se glisse vraiment entre ces deux choses-là, mais on a vu au cours des dernières semaines fleurir un certain nombre d'initiatives, encore une fois bien intentionnées, mais dont on s'est dit progressivement, en les voyant se regrouper, qu'on était en train de fabriquer le même dispositif pour l'ergo, la pédicurie, etc., que celui qu'on avait fabriqué pour la kinésithérapie, ce qui nous semble pas obligatoirement une bonne idée. Dernier bout, l'accès à partir des formations paramédicales, notamment des IFSI. On pense qu'il est souhaitable, que c'est un élément de lutte contre la discrimination sociale et de justice sociale, que de permettre à un gamin qui se sentait pas prêt pour des études longues et se sent prêt 1 ou 2 années après de rejoindre des études de santé. On sait qu'il ne va pas être développé par toutes les universités initialement, elles nous l'ont déjà dit. On pense que ce n'est pas souhaitable qu'il soit réservé à quelques IFSI qui seraient les chanceux partenaires de ces universités-là. Et donc, il nous semble qu'il faut que le processus d'admission soit finalement analogue aux admissions passerelles et qu'on puisse candidater, que si une université ouvre des places pour les IFSI, on puisse candidater quel que soit l'IFSI dans lequel on se trouve. Les moyens. Alors, on a été beaucoup turlupinés sur 6 millions d'euros, c'est presque rien. Non, 6 millions d'euros, c'est pas tout à fait rien. En plus, c'est tout de suite. C'est surtout ça sur lequel on voulait communiquer, mais ça n'est pas la seule enveloppe prévue pour la transformation des études de santé. Ça n'est pas transformable pour 6 millions d'euros. Ces 6 millions d'euros qui figuraient dans notre dossier de presse de rentrée, ils sont prévus en année pleine pour 2020 et 2021. Ils sont clairement destinés à transformer le système. Et je sais bien, et à votre place, je dirais la même chose, que ça n'est jamais ni tout à fait ce qu'on attendait, ni tout à fait assez. Néanmoins, c'est quand même un premier euro qui arrive avant le premier étudiant, ce qui n'a pas non plus toujours été le cas, et qui doit vous permettre, dès le 1er janvier prochain, d'avoir de l'aide pour mettre en place une réforme dont on sait qu'elle est consommatrice de temps. Une deuxième enveloppe que j'ai baptisée excès d'étudiants en L1 a été prévue, alors cette fois-ci en tiers, puis année pleine, puis 2 tiers d'année en 20, 21 et 22, qui est liée à l'augmentation nécessaire des capacités d'accueil. J'ai mis en licence, mais enfin c'est en admission dans le premier cycle. Et je le redis, le caractère transitoire suppose explicitement que nous améliorons l'efficience du processus, c'est-à-dire que nous arrivons à quasi supprimer la proportion d'étudiants qui aujourd'hui consomment de la L1 après 1 ou 2 PACES. Et aujourd'hui, ce nombre d'étudiants est significatif, de l'ordre de 20% des inscrits en PACES. Or, le profil des étudiants en PACES et les résultats d'ailleurs qui nous ont été montrés par l'Université de Bourgogne quand on prend les bacs généraux et si on séparait là-dedans les actuels bacs S parmi les bacs généraux, on a normalement un public qui doit pouvoir se trouver en L2 l'année suivante. Et puis une troisième enveloppe qui elle est une enveloppe pérenne que j'ai appelée sur cette diapositive montée en qualité, qui est lié au fait que, effectivement, la PACES va très bien, mais c'est pas cher, et que si on veut mettre en place d'autres dispositifs, ça coûte plus cher, et qu'on souhaite en discuter dans le cadre du dialogue de gestion que vous a proposé Anne-Sophie tout à l'heure. Et puis enfin, des éléments qui, eux, sont des éléments communs avec le plan de réussite en licence. Vous commencez effectivement les uns et les autres à anticiper une augmentation de vos effectifs de L2, et c'est un des mécanismes qui augmente vos effectifs de L2, c'est pas le seul, c'est aussi évidemment la qualité de la réussite en L1, et donc effectivement une augmentation des effectifs en L2 sera un succès et nécessitera des moyens complémentaires. Je vais peut-être passer ça.